Les portes de la petite église de Montmartre s'ouvrirent à la volée, projetant un rectangle de lumière crue sur les dalles usées et le silence suspendu. Amélie se tenait devant l'autel, une silhouette fragile dans une robe empruntée, le visage dissimulé sous un voile bon marché dont la dentelle rêche irritait sa peau. Le « oui » qu'elle s'apprêtait à prononcer pour épouser Gérard, un homme dont la richesse n'avait d'égal que la froideur de son regard, pesait sur ses lèvres comme une pierre tombale. C'était le prix de sa survie, le sacrifice de son âme pour un toit et un peu de sécurité. La voix du prêtre s'était éteinte, l'orgue avait cessé de respirer, et dans ce vide assourdissant, une ombre s'était découpée dans l'encadrement, une présence si impérieuse qu'elle semblait aspirer tout l'air de la nef. Le monde d'Amélie, déjà si précaire, venait de basculer sur son axe, suspendu à la silhouette de l'inconnu qui venait de profaner ce sanctuaire de résignation. L'homme qui se tenait là n'était pas un inconnu pour le monde, mais pour elle, il était une apparition, une force de la nature arrachée aux pages des magazines. Le prince Alexandre, héritier du trône, se tenait là, son costume taillé sur mesure contrastant brutalement avec la simplicité usée des lieux. Son visage, habituellement figé dans une expression d'ennui aristocratique sur les photos officielles, était maintenant un masque de détermination farouche. Ses yeux, d'un bleu aussi intense et glacial que l'océan en hiver, balayèrent l'assemblée pétrifiée avant de se poser sur elle, la transperçant à travers le tulle de son voile. Un murmure d'incrédulité parcourut les bancs. À ses côtés, Gérard, son futur époux, avait le visage déformé par une fureur impuissante. Amélie sentit son cœur battre à se rompre, non pas de peur, mais d'une étrange, terrible et enivrante reconnaissance, comme si elle avait attendu cet orage toute sa vie sans même le savoir. Sa voix résonna contre les murs de pierre, profonde, calme, mais chargée d'une autorité qui ne tolérait aucune contestation. « Ce mariage n'aura pas lieu », déclara-t-il, et chaque syllabe semblait faire trembler les vitraux anciens. Il commença à remonter l'allée centrale, ses pas mesurés et délibérés, un prédateur avançant sur sa proie dans un territoire qui ne lui appartenait pas. Les invités s'écartaient sur son passage comme les eaux de la mer Rouge, leur visage un mélange de stupeur et de crainte respectueuse. Il ignora le prêtre figé, la bouche ouverte, et Gérard qui faisait un pas en avant, la main crispée. Le prince ne regardait qu'Amélie, son regard brûlant promettant à la fois la damnation et le salut. « Cette femme, continua-t-il, sa voix s'élevant pour que tous l'entendent, n'est pas une marchandise que l'on achète pour effacer ses dettes, elle n'est pas à vendre. » Le temps semblait s'être figé, chaque seconde s'étirant en une éternité insoutenable. Amélie était prise au piège entre deux destins. La cage dorée mais sans amour que lui offrait Gérard, et l'abîme inconnu, terrifiant et fascinant, qui brillait dans les yeux du prince Alexandre. Le scandale était palpable, une onde de choc silencieuse qui parcourait l'église. La main du prince s'avança, non pour la saisir, mais pour effleurer le bord de son voile. Ce simple geste, accompli devant tous, était d'une intimité choquante, une violation de l'espace sacré qui la séparait du monde. Il était sur le point de la dévoiler, de la réclamer, de la détruire ou de la sauver. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, si vous sentez la tension de ce choix impossible, abonnez-vous pour vivre d'autres récits aussi intenses. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous ressentez. Avec un geste rapide, presque violent, Alexandre déchira le voile. Le bruit du tissu qui se déchire fut le seul son dans le silence de mort, un cri bref et strident qui symbolisait la rupture de sa vie passée. Le monde flou derrière le tulle devint soudainement d'une netteté douloureuse. Elle pouvait voir chaque détail du visage du prince, la contraction de sa mâchoire, l'éclat presque fou dans ses yeux, la vulnérabilité fugace qui traversa ses traits avant que le masque d'arrogance ne revienne en place. Il laissa tomber les lambeaux du voile sur le sol en marbre, comme s'il se débarrassait d'une relique sans valeur. Le visage d'Amélie était maintenant nu, exposé à la lumière, ses yeux immenses reflétant la peur, la confusion et une étincelle de défi qui sembla surprendre le prince lui-même. « Vous venez avec moi », affirma-t-il, et ce n'était pas une demande, mais un édit royal qui scellait son sort. Il lui prit la main, sa paume chaude et ferme, enveloppant ses doigts glacés, et la tira doucement, mais fermement, loin de l'autel. Elle ne résista pas, son corps suivant le mouvement comme une marionnette dont les fils venaient d'être changés de main. Ils passèrent devant Gérard, dont le visage était une étude de haine impuissante.
et traversèrent la foule médusée, un prince et une vendeuse de fleurs fuyant une vie qu'elle n'avait jamais choisie. Les lourdes portières de la limousine blindée se refermèrent sur eux, les isolant dans une bulle de silence et de cuir. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, la laissant entrevoir le clocher de l'église qui s'amenuisait, elle fixa le profil impénétrable de son ravisseur. Pour comprendre comment cet enlèvement aux allures de conte de fées avait pu se produire, il fallait remonter le temps quelques semaines en arrière, à l'aube d'un jour qui avait tout changé. Quelques semaines plus tôt, la vie d'Amélie n'était pas un conte de fées interrompu, mais une lutte silencieuse contre le froid mordant de Paris. Chaque aube la trouvait sur le parvis de Notre-Dame, ses doigts engourdis par le gel arrangeant des bouquets de roses dont les couleurs vives juraient avec la grisaille de son existence. Elle était l'héritière d'un nom sans fortune et d'une boutique de fleurs que les dettes de ses parents, disparus tragiquement, avaient englouti. Le parfum des fleurs, autrefois une source de joie, était devenu le rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu. Elle vendait des fragments de beauté aux passants pressés, son propre visage dissimulé sous l'ombre d'une capuche usée, une silhouette anonyme dans la grande tapisserie de la ville, une reine sans royaume, dont le seul trésor était une dignité fragile qu'elle s'efforçait de protéger des regards indifférents et des vents glaciaux de l'hiver qui approchaient. C'est dans ce dénuement qu'était apparu Gérard, un homme dont la richesse semblait aussi vaste que le vide dans ses yeux. Il n'avait pas vu la poésie de ses mains abîmées par les épines, mais la pureté de son nom et la docilité de sa misère. Son offre n'avait pas été une déclaration d'amour, mais un contrat commercial, des chiffres alignés sur un papier qui promettait d'effacer les dettes qui la hantaient en échange de sa main. Il parlait de mariage comme d'une fusion d'entreprises, un arrangement pratique pour lui, un sauvetage pour elle. Il lui avait présenté l'acte notarié avant même de lui offrir une bague, et ce document froid, posé sur la table de son minuscule appartement, était devenu le véritable symbole de leur union. Une prison de papier, une porte scellée sur son passé et son avenir. Elle sentait son regard la peser, l'évaluer, la posséder bien avant qu'elle n'ait prononcé le moindre mot d'acceptation. La menace était plus qu'une simple dette. C'était l'expulsion imminente de son petit logement mansardé, le dernier refuge où les souvenirs de ses parents flottaient encore dans la poussière des rayons de soleil. La lettre officielle, avec son en-tête menaçant, était glissée sous sa porte, une lame de papier qui tranchait ses dernières illusions. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui semblaient se moquer de sa solitude. Elle se souvenait des rires de sa mère, de l'odeur de la terre humide dans la boutique, d'une vie simple mais pleine de chaleur. Accepter la proposition de Gérard, c'était trahir cet héritage d'amour mais refusé, c'était se condamner à la rue, à l'oubli total. Le choix n'en était pas un, c'était une capitulation, un sacrifice silencieux sur l'autel de la survie, une décision prise dans le désespoir le plus profond, loin des regards du monde. Sa vulnérabilité était une blessure ouverte que le monde semblait prendre plaisir à envenimer. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle tentait de protéger ses dernières roses sous un porche, un couple élégant sortit d'un restaurant étoilé. La femme, drapée de fourrure, la dévisagea avec un mépris glacial. « Regarde, chérie, dit-elle à son mari, sa voix portant dans l'air humide, même la misère essaie de se parer de fleurs. » La remarque cruelle et désinvolte la frappa comme une gifle. Amélie baissa les yeux, sentant ses joues brûler de honte, et se fit aussi petite que possible. Ce qu'elle ignorait, c'est que de l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une limousine aux vitres teintées, le prince Alexandre avait tout vu. Il avait vu la cruauté de la remarque, mais surtout, il avait vu la façon dont elle avait redressé imperceptiblement les épaules, un éclair de défi dans son regard avant qu'il ne s'éteigne. Ce fut la première fois qu'il la vit, non comme une vendeuse de fleurs, mais comme une combattante silencieuse. La décision fut scellée lorsque Gérard lui apporta une boîte en carton contenant une robe de mariée simple et sans âme. Ce n'était pas un cadeau, mais un uniforme, un autre élément du contrat. Il lui annonça que la cérémonie aurait lieu dans une petite église discrète de Montmartre, loin des fastes qui auraient pu attirer l'attention sur ses origines modestes. Il voulait l'effacer, la remodeler, faire d'elle une page blanche sur laquelle il pourrait écrire sa propre histoire. Ce soir-là, Amélie se regarda dans le miroir fissuré de sa salle de bain. L'image qui lui faisait face était celle d'une étrangère,
ses yeux cernés par la fatigue et la peur. Elle toucha le verre froid, comme pour atteindre la jeune fille pleine d'espoir qu'elle avait été. L'espoir était mort. À sa place, il n'y avait qu'une résignation glaciale. Elle allait marcher jusqu'à cet hôtel, non pour commencer une nouvelle vie, mais pour mettre fin à la sienne. Le matin du mariage, le ciel parisien était d'un gris de plomb, comme s'il portait le deuil de son âme. Elle se tenait dans sa chambre, la robe sur elle, se sentant comme une poupée de chiffon. Le voile bon marché, posé sur sa commode, attendait comme un linceul. Sa faiblesse était totale. Elle était piégée par une dette, liée par une promesse faite sous la contrainte et complètement seule. Son état matériel était celui de la pauvreté la plus pure et son état émotionnel un abîme de désespoir. Alors qu'elle se préparait à quitter son appartement pour la dernière fois, à fermer la porte sur son passé, elle ne savait pas que son destin était déjà l'objet d'un pari royal. Elle s'apprêtait à entrer dans l'église pour se vendre, ignorant que dans l'ombre, un prince se préparait à déclencher une guerre pour la racheter, transformant son sacrifice en un scandale qui allait secouer le royaume. Le silence à l'intérieur de la limousine était une entité vivante, épaisse et lourde, tissée du parfum du cuir et de l'odeur subtile de son eau de Cologne, un mélange boisé et arrogant qui semblait envahir l'espace confiné. Amélie restait immobile, son corps tendu contre le siège moelleux, la robe de mariée bon marché jurant violemment avec l'opulence discrète de l'habitacle. Dehors, Paris défilait, une fresque de lumières et d'ombres indifférentes à son drame personnel. Elle n'osait pas le regarder, mais elle sentait son regard sur elle, un poids physique qui la clouait sur place. Chaque battement de son cœur était un coup de marteau contre ses côtes, une panique froide qui luttait contre une étrange et terrifiante fascination. Elle avait été arrachée à une prison pour être jetée dans une autre, plus luxueuse peut-être, mais dont les barreaux invisibles semblaient infiniment plus solides. Forgée dans la volonté d'un seul homme, ce fut lui qui rompit le silence, sa voix toujours aussi calme, mais portant en elle le poids d'un pouvoir absolu, un son qui semblait habitué à remodeler le monde par sa simple émission. « Vous deviez être sauvé de vous-même », dit-il, sans la moindre inflexion de doute ou de regret, comme s'il énonçait une vérité universelle. Cet homme n'était pas un mari, mais un geôlier. Il aurait détruit la seule chose de valeur que vous possédiez, votre esprit. Amélie tourna enfin la tête vers lui, et leurs regards se heurtèrent pour la première fois dans cette intimité forcée. Ses yeux bleus n'étaient plus glaciaux, mais brûlaient d'une intensité dévorante, une conviction presque fanatique. Elle ne vit pas un sauveur en lui, mais un prédateur plus raffiné, un homme qui justifiait son enlèvement par une noblesse autoproclamée, se drapant dans le rôle du protecteur tout en la privant de son libre arbitre, la traitant comme un objet précieux qu'il avait décidé de réclamer. Une vague de colère pure, brûlante et salvatrice submergea la peur. Sa voix, quand elle parla, était basse mais tremblait d'une fureur contenue qui le surprit visiblement. « Et qui êtes-vous pour décider de ce qui a de la valeur en moi ? Un prince qui joue avec la vie des gens comme avec des pièces sur un échiquier ?» Le défi était lancé, une étincelle dans la poudrière de leur rencontre. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire, et pour la première fois, le masque de contrôle absolu se fissura légèrement, laissant entrevoir une pointe d'irritation, mais aussi quelque chose d'autre, une lueur d'intérêt presque respectueuse. Il ne s'attendait pas à une rébellion, pas si vite. Il avait arraché une fleur sauvage de son sol aride, s'attendant à ce qu'elle se fane dans sa main, mais elle avait encore ses épines, et elles étaient pointées droit sur lui, prêtes à le faire saigner s'il s'approchait trop près de son âme. Il ne répondit pas à sa question, mais son regard descendit vers ses mains, crispées sur ses genoux. Des mains de travailleuse, aux ongles courts, la peau légèrement rougie par le froid et les petites coupures des épines de rose. « Je suis l'homme qui a vu la dignité dans ses mains, quand d'autres n'y voyaient que la pauvreté, » répondit-il, sa voix s'adoucissant imperceptiblement, une caresse dangereuse. Gérard vous aurait forcé à les cacher sous des gants, à oublier la terre et les fleurs, à devenir une poupée sans mémoire. Il vous aurait acheté le silence et la soumission. Moi, je vous offre autre chose. Il ne précisa pas quoi, laissant la menace et la promesse flotter entre eux, un brouillard enivrant et toxique. Il lui présentait son geste non comme un caprice, mais comme une destinée inévitable, un sauvetage qui exigeait en retour une forme de gratitude,
une allégeance qu'elle n'était absolument pas prête à lui accorder. La limousine ralentit, glissant à travers d'immenses grilles en fer forgé, qui s'ouvrirent comme par magie devant eux, dévoilant la façade monumentale d'un palais baigné dans la lumière dorée du crépuscule. C'était une vision écrasante de puissance et de richesse, conçue pour intimider, pour rappeler à chaque visiteur sa place insignifiante dans le grand ordre des choses. La portière s'ouvrit et l'air frais du soir la frappa au visage. Alexandre sortit le premier, puis se tourna vers elle, lui tendant la main. Ce n'était pas une invitation, mais un ordre silencieux. « Vous resterez ici », déclara-t-il, son regard ne tolérant aucune contestation. « Vous serez protégés, vous aurez tout ce que vous désirez, mais vous ne partirez pas. » C'était l'ultimatum, la cage dorée offerte à portes ouvertes, mais dont le seuil, une fois franchi, ne pourrait plus jamais l'être en sens inverse. Amélie le regarda, puis son regard glissa vers la main tendue, une main puissante qui avait déchiré son voile et son destin. Elle sentit le poids de son choix impossible. Retourner en arrière signifiait affronter la fureur de Gérard et une misère encore plus profonde. Avancer, c'était se livrer à cet homme arrogant et énigmatique, échanger une prison contre une autre. Ignorant sa main, elle sortit seule de la voiture, redressant ses épaules fragiles dans sa robe froissée. Elle fit un pas puis un autre, franchissant le seuil du palais de son propre chef. Ce n'était pas une reddition, mais un acte de survie, un défi silencieux. Elle entrait dans l'antre du lion, non comme une proie, mais comme une adversaire qui venait d'accepter les termes d'une guerre dont les règles restaient encore à écrire. La lourde porte se referma derrière elle, avec un bruit sourd et final, scellant son ancien monde à jamais. L'immense hall d'entrée était un monde en soi, un univers de marbre poli, de tapisseries anciennes, et de silence assourdissant qui semblait absorber le son de sa propre respiration. La porte s'était refermée derrière elle, comme la dalle d'un tombeau, et Amélie se tenait là, une anomalie dans sa robe froissée, une fleur sauvage arrachée à son sol et plantée de force dans un jardin trop bien ordonné. Les plafonds vertigineux, ornés de fresques dorées, semblèrent la juger, et les portraits ancestraux la dévisageaient avec une morgue aristocratique. Elle sentait le regard d'Alexandre sur elle, un regard qui n'était plus celui d'un sauveur, mais celui d'un propriétaire évaluant sa nouvelle acquisition. Pourtant, au lieu de se recroqueviller, elle sentit une flamme de défi s'allumer dans les profondeurs de son âme. Elle redressa les épaules, le menton haut, et rencontra son regard sans ciller, son silence devenant une armure plus solide que toutes les pierres de ce palais. Il fit un pas vers elle, son expression indéchiffrable, un mélange de satisfaction et d'une pointe d'agacement face à son manque de soumission attendue. « Vous serez conduite à vos appartements. Des vêtements vous seront fournis, vous vous reposerez. » Chaque phrase était un ordre, une tentative de reprendre le contrôle d'une situation qu'il avait lui-même déclenchée. Amélie ne bougea pas, ses pieds semblant soudain enracinés dans le marbre froid. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, mais tranchante comme un éclat de verre. « Si je ne veux ni de vos appartements, ni de vos vêtements, ni de votre repos forcé ?» Le défi était si direct, si inattendu, qu'un muscle tressaillit sur la mâchoire du prince. Il s'attendait à des larmes, à de la peur, peut-être à une gratitude craintive, mais il n'était pas préparé à cette dignité farouche, à cette volonté de fer qui brillait dans ses yeux et qui rendait son enlèvement à la fois plus compliqué et infiniment plus fascinant. Leur duel silencieux fut interrompu par un claquement sec et régulier sur le marbre. Une femme descendait le grand escalier, sa silhouette d'une élégance glaciale, chaque mouvement calculé pour exprimer une autorité innée. C'était la reine Marguerite, la mère d'Alexandre, une créature de pure lignée dont le sourire n'atteignait jamais ses yeux d'un bleu aussi pâle et froid que le ciel d'hiver. Son regard balaya Amélie de la tête aux pieds, s'attardant un instant sur le tissu bon marché de la robe, avec un dédain à peine voilé. « Alexandre, dit-elle, sa voix comme de la soie tendue sur de la glace, tu ne m'avais pas dit que tu avais ramené un oiseau tombé du nid. J'espère qu'il sait chanter et pas seulement picorer les miettes. » La remarque était une gifle, une déclaration de guerre feutrée qui établissait instantanément le champ de bataille. Amélie n'était pas une invitée, elle était une curiosité, une intruse, dans un sanctuaire qui la rejetait déjà. La reine ne leur accorda pas un regard de plus et disparut dans un salon adjacent.
laissant derrière elle un silence encore plus lourd qu'auparavant. Alexandre passa une main lasse sur son visage, et pour la première fois, Amélie vit une fissure dans son armure de certitude. Il semblait soudain moins un prince tout-puissant qu'un fils pris au piège des attentes de sa propre famille. « Ma mère voit le monde à travers le prisme de la lignée et des alliances, » dit-il. Sa voix plus basse, presque une excuse. Elle ne comprendra pas. Il ne la regardait pas, mais fixait la porte par laquelle sa mère était partie, comme s'il voyait les murs invisibles de sa propre prison. Cette confession involontaire ne suscita aucune pitié chez Amélie, mais elle changea subtilement la dynamique de leur conflit. Elle comprit qu'il n'était pas seulement son ravisseur, mais qu'il était lui aussi prisonnier de ce monde opulent et impitoyable qu'il cherchait à lui imposer. Les jours qui suivirent devinrent une guerre d'usure silencieuse et sophistiquée. Une semaine s'écoula, une éternité passée à errer dans des couloirs dorés qui lui semblaient plus froids qu'une cellule. Des robes de créateur, des bijoux étincelants, des mets délicats lui étaient présentés chaque jour, et chaque jour, elle les refusait poliment mais fermement. Elle restait dans la simple robe qu'une servante compatissante lui avait trouvée, un geste de résistance qui exaspérait Alexandre au plus haut point. Leurs repas, pris dans une salle à manger immense où leurs voix se perdaient, étaient des champs de bataille verbales. Il tentait de la posséder par la générosité, elle lui résistait par le dénuement. Une attraction trouble et dangereuse grandissait entre eux, née de cette tension constante, un désir de se briser l'un l'autre pour voir ce qui se cachait sous l'orgueil et la défiance, une dépendance mutuelle à ce conflit qui était la seule chose qui les liait vraiment. Un soir, il la trouva près d'une haute fenêtre, regardant les lumières de Paris qui scintillaient au loin comme une promesse de liberté perdue. Il s'approcha, son ombre la recouvrant. « Assez joué, » dit-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. « Dans une semaine aura lieu le bal annuel de la Croix-Rouge. C'est l'événement le plus important de la saison. Vous serez à mes côtés. » Ce n'était plus une suggestion, mais un décret. Il lui imposait son premier test public, sa première confrontation avec le monde qui la méprisait déjà, incarné par la reine. Amélie sentit un frisson de panique la parcourir. Ce bal n'était pas une fête, c'était une arène. Il allait la jeter au lion et elle ne savait pas si c'était pour la voir triompher ou pour la voir se faire dévorer, prouvant ainsi au monde, et peut-être à lui-même, qu'elle n'avait jamais vraiment eu sa place ici. Le piège venait de se refermer. Quel a été le moment qui vous a le plus touché jusqu'à présent? La rébellion silencieuse d'Amélie ou la vulnérabilité cachée du prince? Dites-le nous dans les commentaires, et si vous êtes captivé par leur histoire, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Nous vous attendons pour la suite de ce conte de fées, pas comme les autres. La semaine précédant le bal fut une torture feutrée, une danse silencieuse entre la volonté de faire d'Amélie et l'autorité inflexible d'Alexandre. Il avait fait livrer une robe, une création de satin bleu nuit si sombre qu'il semblait avoir capturé un fragment de ciel étoilé. Elle l'avait d'abord refusé, mais il avait insisté, sa voix basse et dangereuse, lui rappelant que ce n'était pas un jeu, mais une bataille pour sa place à ses côtés. Le soir du bal, en arrivant devant le musée d'Orsay transformé en salle de réception, elle se sentait comme une usurpatrice. La robe était une armure magnifique mais étrangère, et chaque scintillement des diamants à son cou était un rappel de sa captivité dorée. En sortant de la voiture, la vague de flash des photographes la frappa comme une agression physique, et le murmure de la foule, un mélange de curiosité et de mépris, fut la première salve d'une guerre qu'elle se sentait déjà en train de perdre. À l'intérieur, l'opulence était écrasante. Un tourbillon de musique classique, de cristal et de conversations polies qui cachaient des intentions tranchantes comme des lames de rasoir. Amélie s'accrochait au bras d'Alexandre comme à une bouée de sauvetage. Son visage un masque de calme tandis que son cœur battait une cadence affolée. Elle sentait les regards, les sourires en coin, les chuchotements qui s'éteignaient à leur passage. C'est alors que la reine Marguerite apparut, fendant la foule comme un brise-glace royal. Son sourire était une œuvre d'art, parfaitement dessinée, mais dépourvue de toute chaleur. « Ma chère enfant », commença-t-elle, sa voix douce comme du miel empoisonné, « vous êtes éblouissante. On dirait presque que vous êtes née pour cela. Mais le sang, n'est-ce pas, a une mémoire tenace. On ne peut pas laver la boue des ruses avec un peu de soie.
Chaque mot était une pierre jetée avec une précision cruelle, visant à la fissurer devant le parterre de l'aristocratie. L'humiliation, cependant, vint d'une autre direction, orchestrée avec une maestria diabolique par la reine. Un vieil duc, ami intime de la famille royale, s'approcha d'eux, un air faussement bienveillant sur le visage. « Mademoiselle, dit-il d'une voix forte pour attirer l'attention, puisque vous venez du peuple, éclairez-nous. Votre expérience de la misère doit être si authentique. Dites-moi, lorsque l'on a vraiment faim, le goût du pain rassis est-il vraiment si différent de celui de la brioche ?» Le silence se fit, qu'un vide soudain et total, où chaque invité devint spectateur. La question d'une condescendance abjecte n'était pas une question, mais une exécution publique. Elle la ramenait à son passé, la dépeignait comme une créature exotique sortie de son habitat naturel, une bête de foire dont on étudiait les mœurs primitives sous les lustres dorés. Elle sentit le sang quitter son visage, la laissant glacée et exposée. Tous les regards se tournèrent vers Alexandre. C'était son moment, l'instant où il devait la défendre, écraser l'insolence du duc et affirmer sa place à ses côtés. Mais il resta silencieux. Une seconde, puis deux, une éternité. Amélie vit l'hésitation dans ses yeux, la lutte entre son devoir de prince, lié par les codes de son monde, et l'impulsion de son cœur. Il était paralysé, pris au piège entre sa mère qui le fusillait du regard et la femme qu'il prétendait protéger. Ce silence fut plus violent que l'insulte du duc. C'était une trahison, une confirmation silencieuse qu'aux yeux de ce monde, et peut-être aux siens aussi, elle n'était qu'une parenthèse, un caprice qu'il n'osait pas pleinement assumer. Le lien fragile qui s'était tissé entre eux se brisa net, laissant un vide glacial. La douleur de cette solitude, au milieu de la foule, était insupportable. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Avec une dignité qui sembla surprendre tout le monde, y compris elle-même, Amélie retira doucement sa main du bras d'Alexandre. Elle regarda le duc droit dans les yeux, puis la reine, et enfin, le prince, son regard contenant tout le poids de sa déception. Puis, sans un mot, elle tourna les talons. La foule s'écarta devant elle, comme si elle était devenue un fantôme. Le bruit de ses pas sur le marbre était le seul son dans la salle de bal pétrifiée. Elle traversa l'immense galerie, passa devant les gardes stupéfaits et poussa les lourdes portes pour se retrouver dans la nuit parisienne. L'air froid et humide fut un choc bienvenu, une gifle qui la ramena à la réalité. Elle n'avait pas de manteau, pas d'argent, nulle part où aller. Elle se mit à marcher, s'éloignant des lumières cruelles du bal, retournant à l'anonymat des rues qui, au moins, ne lui avaient jamais menti. À l'intérieur, le charme était rompu. Le silence d'Alexandre s'était transformé en une fureur froide et contenue. Il comprit avec une clarté terrifiante l'ampleur de son échec. Il n'avait pas seulement échoué à la protéger, il l'avait abandonnée. La vision de son dos droit s'éloignant, de sa silhouette fragile disparaissant dans la nuit, le hantait déjà. Repoussant le duc d'un geste sec, il lança un regard meurtrier à sa mère, un regard qui promettait une guerre sans merci. Puis, sans se soucier du scandale qui éclatait dans son sillage, il se lança à sa poursuite. Il courut à travers les salles dorées, ignorant les appels et les exclamations, son seul but étant de la retrouver. Mais en arrivant sur le parvis, il ne vit que les rues vides et humides, les lumières de la ville se reflétant sur les pavés mouillés. Elle avait disparu, engloutie par la nuit, emportant avec elle la seule chose qui avait donné un sens à sa vie solitaire. Amélie marcha sans but, le cliquetis de ses talons sur les pavés humides de Paris sonnant comme un glas funèbre pour la vie qu'elle venait de quitter. L'air glacial de la nuit s'infiltrait à travers le satin fin de sa robe, une morsure vive qui la ramenait brutalement à une réalité qu'elle connaissait trop bien, le froid, la solitude, l'anonymat. Les lumières de la ville, autrefois promesses scintillantes, étaient devenues des témoins indifférents de sa chute. Elle ne pleurait pas, les larmes gelées quelque part au fond de son âme, remplacées par une sorte de calme engourdi, la lucidité terrible de celle qui n'a plus rien à perdre. Elle se réfugia sous le porche d'une librairie fermée, s'asseyant sur la marche de pierre froide, une princesse déchue revenue à son royaume de trottoirs et d'ombre. Le vent soulevait les pans de sa robe de bal, la transformant en une cendrillon qui aurait fui bien après minuit, le carrosse redevenu citrouille, et le prince, un simple souvenir de trahison. Pendant ce temps, sur le parvis du musée, Alexandre sentait son monde s'effondrer.
Le silence qu'il avait laissé s'installer dans la salle de bal résonnait maintenant dans sa tête comme un cri assourdissant. Il avait échoué. Il l'avait exposé puis abandonné à la cruauté de son propre monde. Une fureur froide et dirigée contre lui-même le submergea. Il aboya des ordres dans son téléphone, sa voix méconnaissable, tendue par la panique. « Trouvez-la, bouclez la zone, chaque rue, chaque ruelle. Je veux un rapport toutes les 5 minutes. » Ses gardes du corps s'éparpillèrent dans la nuit, des ombres efficaces mais impuissantes face à une femme qui connaissait l'art de disparaître. Il resta seul un instant, le cœur battant à se rompre, réalisant que pour la première fois de sa vie, tout son pouvoir, toute sa fortune, toute son autorité ne valaient rien. Il avait gagné une bataille contre Gérard, mais il venait de perdre la guerre pour son cœur, par sa propre lâcheté. Les premières heures de l'aube trouvèrent Amélie dans un petit café près de la gare de l'Est, un endroit où les visages fatigués et les histoires tristes se fondaient dans l'odeur du café fort et des croissants de la veille. Elle avait échangé le collier de diamants, arraché de son cou dans un geste de défi, contre quelques billets froissés auprès d'un prêteur sur gage aux yeux avides, assez pour acheter un billet de train pour n'importe où et un manteau usé. Mais elle savait que fuir la ville serait une erreur, une piste trop facile à suivre. Elle devait se fondre là où personne ne penserait à la chercher, dans le ventre même de Paris, dans les quartiers populaires où une femme seule au visage triste n'attirait pas les regards. Elle acheta un café, le liquide chaud brûlant ses mains gelées, et commença à élaborer un plan. Elle ne retournerait pas à sa vie d'avant. Elle en construirait une nouvelle, une forteresse bâtie avec les pierres de son cœur brisé. Le palais était devenu une prison dorée pour Alexandre, un mausolée de son regret. Les jours se muaient en nuit blanche, passés à arpenter son bureau, les murs couverts de cartes de Paris et de rapports de surveillance qui ne menaient nulle part. La confrontation avec sa mère avait été brève et glaciale. Il l'avait accusée de l'avoir détruite, et elle lui avait répondu que l'on ne pouvait détruire ce qui était déjà brisé. Leur relation, déjà fragile, s'était rompue. Il ignorait les affaires de l'État, les appels de ses ministres, consumés par une seule obsession, la retrouver. Il revoyait sans cesse son visage au moment de la trahison, la dignité silencieuse de son départ, et chaque image était un poignard dans sa conscience. Il avait voulu être son sauveur, mais il n'avait été qu'un geôlier plus raffiné, un tyran qui l'avait brisé sous le poids de ses propres attentes et de son propre monde impitoyable. La culpabilité était un poison qui le rongeait de l'intérieur. 3 semaines s'étaient écoulées, 3 semaines de silence, un abîme de 21 jours qui s'était creusé entre leurs 2 mondes. Amélie avait trouvé refuge dans une petite chambre de bonne sous les toits de Belleville, un quartier vibrant et populaire où personne ne connaissait son histoire. Elle travaillait dans la cuisine d'un petit bistrot, ses mains autrefois délicates maintenant plongées dans l'eau chaude et la vaisselle, son visage souvent caché par la vapeur. L'anonymat était un baume sur sa blessure, la fatigue physique était sa seule échappatoire à la douleur émotionnelle qui la submergeait la nuit, lorsque le souvenir de ses yeux bleus et de son silence la hantait. Elle avait repris le contrôle de sa vie, une existence simple, dure, mais qui lui appartenait entièrement. Elle était redevenue une ombre, mais une ombre qui avait choisi sa propre obscurité, loin des lumières aveuglantes et mensongères d'un palais et d'un prince. Au palais, Alexandre était au bord du désespoir. Toutes les recherches officielles avaient échoué. Elle s'était évaporée. Ce soir-là, assis dans son bureau silencieux, il écarta les rapports inutiles et fixa la seule photo qu'il avait d'elle avant tout cela. Une image volée prise des mois auparavant où elle vendait ses fleurs sur le parvis de Notre-Dame. Il la regarda pendant des heures, cherchant non pas une femme à retrouver, mais l'âme qu'il avait perdue. C'est alors qu'il vit le détail, un détail infime qu'il n'avait jamais remarqué. Derrière elle, à peine visible, une vieille femme assise sur un banc lui souriait. Une vendeuse de lavande qu'il avait vue des dizaines de fois dans le quartier. Une intuition, une certitude folle s'empara de lui. Cette femme savait. Elle était la seule personne de son ancien monde qui aurait pu l'aider. Il prit une décision. Il n'enverrait pas ses hommes. Il irait lui-même, seul, sans couronne ni escorte, redevenant un simple homme à la recherche de la femme qu'il aimait. Il quitta le palais au petit matin, sans chauffeur ni escorte, au volant de sa propre voiture, une entorse au protocole qui aurait fait frémir le chef de la sécurité. Il conduisait à travers les rues endormies de Paris,
non pas comme un prince arpentant son royaume, mais comme un homme hanté cherchant son âme. La ville, qu'il avait toujours considérée comme un décor pour sa vie, était devenue un labyrinthe hostile. Chaque carrefour une possibilité d'échec, chaque feu rouge un supplice. La culpabilité était un passager silencieux à ses côtés, le souvenir du visage d'Amélie au bal, de sa dignité brisée, se superposant aux façades des immeubles. Il n'allait pas la chercher pour la ramener dans sa cage dorée, il allait la chercher pour lui demander pardon, pour lui prouver que l'homme qui l'avait abandonnée était mort cette nuit-là, et que celui qui la cherchait maintenant était prêt à renoncer à son trône pour la simple chance de la voir lui sourire à nouveau. Il se dirigeait vers Notre-Dame, son seul et fragile espoir. Le parvis de la cathédrale était balayé par un vent glacial, presque désert à cette heure matinale. Les touristes n'étaient pas encore là. Seuls quelques Parisiens pressés traversèrent la place, indifférents à la silhouette angoissée du prince. Il chercha du regard la vieille vendeuse de lavande, mais sa place habituelle était vide. La panique, froide et acérée, commença à le saisir. Et si elle aussi avait disparu? Il entra dans un petit café dont les vitres étaient couvertes de buée, un havre de chaleur et d'odeur de café fort. Il la vit assise à une table dans le coin, réchauffant ses mains autour d'une tasse fumante. Il s'approcha, son ombre la faisant sursauter. Ses yeux vifs et perçants le jaugèrent, sans la déférence due à son rang. Elle le reconnut, bien sûr, et son visage se ferma. Elle n'était pas une alliée facile, elle était une gardienne du secret d'Amélie, une protectrice silencieuse de son chagrin, et il comprit qu'il devrait mériter sa confiance. Il s'assit en face d'elle, sans y être invité, et commanda 2 autres cafés. Il ne tenta pas d'utiliser son autorité ou son argent. Il lui parla simplement, sa voix basse et rauque par manque de sommeil. Il ne demanda pas où était Amélie. Il lui raconta sa propre misère, son arrogance, son échec monumental. Il confessa son silence au bal, non comme une erreur, mais comme une trahison impardonnable. Il lui décrivit le vide du palais, le silence assourdissant des couloirs, la certitude que sa vie n'avait plus aucun sens sans elle. La vieille femme l'écouta sans l'interrompre, son regard ne le quittant pas, cherchant la moindre trace de mensonge. Elle vit la souffrance authentique dans ses yeux, la vulnérabilité d'un homme brisé, non d'un prince capricieux. Finalement, elle sortit un bout de papier de sa poche et y griffonna une adresse. « Elle ne vous pardonnera pas facilement, » dit-elle en le lui tendant. « Mais elle mérite de savoir que vous êtes devenu un homme. » L'adresse le mena à Belleville, un quartier de Paris qui aurait pu être un autre pays. Les avenues royales laissèrent place à des rues étroites et animées, pleines de vie, de couleurs et de bruit qu'il n'avait jamais vraiment connues. Son Aston Martin était une anomalie luxueuse et déplacée dans ce décor, attirant les regards curieux et méfiants. Il se gara et continua à pied, se sentant plus exposé et vulnérable qu'il ne l'avait jamais été. Chaque visage croisé semblait le juger. Ce n'était plus son monde, c'était le sien. Un monde qu'il avait ignoré et méprisé par procuration. Il comprit alors la profondeur du fossé qu'il avait creusé entre eux. Il ne lui avait pas seulement offert une cage dorée, il l'avait arraché à une communauté, à une vie simple peut-être, mais authentique. Il trouva enfin la petite rue, puis le bistrot dont le nom était inscrit sur le papier, le Moineau courageux. Il s'arrêta devant la vitrine embuée, le cœur battant à se rompre. À travers une éclaircie dans la vapeur, il la vit. Elle était derrière le comptoir, les manches retroussées, les cheveux attachés en un chignon désordonné, une mèche rebelle collée à sa tempe humide. Elle riait avec un client, un rire franc et libre qu'il ne lui avait jamais entendu au palais. Elle essuyait des verres, ses gestes rapides et efficaces, parfaitement à sa place dans ce chaos chaleureux. Elle portait un simple tablier sur une robe modeste, et elle n'avait jamais été aussi belle. Une douleur poignante le saisit. Il l'avait vue comme une fleur fragile à protéger, mais elle était un chêne, capable de pousser dans le sol le plus dur. Il avait voulu la sauver, mais c'était elle qui s'était sauvée elle-même, de Gérard et de lui. Il prit une profonde inspiration, le courage et la peur se mêlant dans sa gorge, et il poussa la porte. Le tintement de la clochette fit taire les conversations un instant. Elle leva les yeux, son sourire s'évanouissant pour laisser place à un masque de stupeur glaciale. Le verre qu'elle tenait lui glissa presque des mains. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'intrus en costume impeccable. Mais il ne voyait qu'elle.
Leur monde se percutait dans le silence soudain du bistrot. Elle se détourna la première, lui tournant le dos, un rejet aussi brutal qu'une gifle. Il s'avança lentement, chaque pas lui coûtant un effort surhumain. Arrivé au comptoir, il ne dit rien au début, la laissant sentir sa présence. Puis, d'une voix qui tremblait à peine, il murmura pour qu'elle seule l'entende. « Je ne suis pas venu vous ramener, Amélie. Je suis venu parce que j'ai compris que mon royaume, ce n'est pas un palais. C'est vous. » Il posa sur le bois humide du comptoir non pas un bijou, mais une seule rose rouge, parfaite, achetée à un vendeur de rue en chemin. La rose rouge, posée sur le bois humide du comptoir, semblait absorber tout le son et la lumière du petit bistrot. C'était une tache de couleur vibrante dans le monde gris qu'Amélie s'était reconstruit, une intrusion violente de ce passé qu'elle tentait si désespérément d'oublier. Elle ne se retourna pas, mais son corps entier était une clameur silencieuse. Chaque muscle de son dos était tendu, une armure fragile contre la voix qui avait le pouvoir de la briser en 1000 morceaux. Alexandre poursuivit, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, dépouillé de toute arrogance royale, une confession à cœur ouvert faite devant les habitués silencieux du quartier. « J'ai été un imbécile, Amélie, un lâche. Je t'ai arraché à une vie pour t'offrir une cage, pensant que l'or des barreaux te la ferait aimer. Je t'ai vu comme un trésor à protéger, mais je n'ai pas compris que ta force n'avait pas besoin de mes murs. Au bal, ce n'est pas toi que j'ai abandonné, c'est la meilleure part de moi-même. Mon silence a été ma condamnation, et ces 3 semaines sans toi ont été ma sentence. » Elle se retourna enfin, lentement, et le visage qu'elle lui offrit n'était pas celui d'une femme prête à pardonner. C'était le visage d'une survivante, ses yeux brillants d'une colère froide et d'une douleur infinie. « Votre royaume ?» répéta-t-elle, et sa voix, bien que basse, cingle à l'air comme un fouet. « Votre royaume est un théâtre où chacun joue un rôle, et vous m'aviez distribué celui de la paysanne que le roi s'amuse à parer. Vous parlez de cage dorée, mais vous oubliez le plus important. Une cage reste une cage. Vous n'avez pas entendu le mépris dans la voix de votre mère, l'insulte de cet homme? Vous n'avez rien entendu, car vous étiez trop occupé à être un prince. Vous m'avez laissé seul, Alexandre, seul au milieu des loups que vous aviez invités à la fête. Votre silence n'était pas une erreur, c'était un choix. Vous avez choisi votre monde, et vous m'avez montré que je n'y aurais jamais ma place. Alors pourquoi revenir? La pitié vous a-t-elle finalement rattrapé? Il ne recula pas devant la tempête de ses accusations. Il les accueillit comme une pénitence méritée, chaque mot étant une vérité qu'il devait accepter pour espérer se racheter. Il fit un pas de plus vers le comptoir, ses mains ouvertes en signe de reddition totale. Non, pas la pitié, l'amour, un amour que j'étais trop aveugle et trop arrogant pour comprendre. Tu as raison pour chaque mot. J'ai choisi mon titre plutôt que mon cœur, et ce choix m'a vidé de toute substance. Je ne suis pas venu te demander de revenir au palais. Je suis venu te dire que si tu le souhaites, je quitte ce palais. Je renonce à tout, au titre, à la fortune, à la couronne. Rien de tout cela n'a de sens si je ne peux pas voir le rire que j'ai vu sur ton visage il y a 5 minutes. Je ne te demande pas de pardonner le prince. Je te demande de donner une chance à l'homme, s'il en reste encore quelque chose qui en vaille la peine. Je ne veux plus être ton sauveur, Amélie. Je veux être ton égal, ton partenaire, ton ami. Si tu me le permets. » Le mur de colère d'Amélie commença à se fissurer, ébranlé par la sincérité brute de sa confession. Elle voyait devant elle non plus l'héritier d'un trône, mais un homme perdu, aussi seul qu'elle l'avait été toute sa vie. La vulnérabilité dans ses yeux était la même qu'elle avait parfois cru déceler dans les couloirs silencieux du palais, une solitude si profonde qu'elle faisait écho à la sienne. Une larme, une seule, traça un sillon sur sa joue, emportant avec elle des semaines de ressentiment. Sa main tremblante quitta le verre qu'elle polissait et se posa sur la rose rouge. Le contact des pétales, doux et veloutés, fut comme un baume. Elle releva les yeux vers lui, et dans son regard, la colère avait laissé place à une tristesse infinie, mais aussi à une lueur d'espoir vacillante. Elle ne dit rien, mais elle fit glisser la rose vers elle, un geste d'acceptation silencieux qui valait plus que tous les mots du monde. Le prince déchu et la fleuriste de Belleville se regardaient, et pour la première fois, ils se voyaient vraiment. Le silence du bistrot fut doucement rompu par le patron qui, d'un signe de tête discret, leur indiqua l'arrière-salle. Ils s'y réfugièrent, loin des regards curieux, dans une petite pièce encombrée qui sentait le vin et le pain frais.
Là, au milieu des caisses et des tonneaux, ils parlèrent pendant des heures. Il lui raconta sa prison de protocole et elle lui raconta sa quête de liberté. Une nouvelle entente naquit entre eux, non pas un conte de fées, mais un pacte entre deux âmes cabossées. « Je ne fuirai plus », dit-elle finalement, sa voix retrouvant sa fermeté. « Ni de la pauvreté, ni de ton monde. Mais si nous devons y retourner, ce sera ensemble, et selon nos règles. Je ne serai plus ta protégée, mais ta partenaire. Nous affronterons ta mère et ta cour, côte à côte. » Il prit son visage entre ses mains, son regard brûlant de promesses. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, sans savoir comment le demander. Nous y retournerons. Et tu ne seras pas une princesse, tu seras leur reine. » Ils sortirent du bistrot main dans la main, alors que la lumière du jour commençait à décliner sur les toits de Paris. Les habitués, en les voyant passer, levèrent leurs verres dans un toast silencieux, une bénédiction populaire qui valait plus que toutes les approbations royales. Dehors, l'air frais du soir les enveloppa. Alexandre la regarda. Puis son regard se porta sur la silhouette lointaine et illuminée de son palais, visible entre deux immeubles. Ce n'était plus une maison, mais une forteresse à conquérir. Leur plan était simple et terrifiant. Ils allaient y retourner dès le lendemain. Il n'allait pas la cacher, il allait la présenter au Conseil royal, non comme sa future épouse, mais comme la future architecte de la nouvelle fondation qu'il avait créée en son nom. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, ils n'étaient plus seuls. Leur réconciliation était scellée, et la rose, qu'Amélie tenait précieusement, était le symbole de leur amour. Un amour qui avait fleuri dans la terre la plus aride. Un an s'était écoulé depuis leur réconciliation dans le petit bistrot de Belleville. Un an de batailles feutrées, de petites victoires et d'une reconstruction patiente, non seulement de leur amour, mais de la monarchie elle-même. Et aujourd'hui, le parvis de Notre-Dame, ce même parvis où elle vendait autrefois des roses pour survivre, était noir d'une foule immense et joyeuse. Ce n'était pas un mariage arrangé dans l'ombre d'une petite église de Montmartre, mais une célébration sous le soleil de Paris, une consécration devant le peuple qui l'avait adopté. Amélie se tenait au bras de l'homme qui avait d'abord été son ravisseur, puis son tourment et enfin son âme sœur. Elle n'avançait pas vers un contrat, mais vers une promesse, son cœur léger et plein, le bruit des acclamations populaires, portant ses pas sur les dalles de pierre, où elle avait si souvent connu le froid et la solitude. Elle n'était plus une Cendrillon sauvée par un prince. Elle était une reine qui avait appris à un roi comment régner avec son cœur. Sous les voûtes gothiques de la cathédrale, la lumière des vitraux dansait sur sa robe, une création simple et élégante qu'elle avait dessinée elle-même, un hommage aux fleurs sauvages de son enfance. Elle n'était plus la jeune fille au voile bon marché, mais une femme épanouie, son regard croisant celui d'Alexandre avec une confiance et une tendresse infinies. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, leurs voix claires et fermes résonnèrent, scellant un pacte qui dépassait les lois du royaume pour toucher à celles de l'âme. Dans le premier rang, la reine Marguerite, le visage impassible, inclina légèrement la tête, un geste de respect qui, pour elle, valait toutes les bénédictions. En sortant sur le parvis, mari et femme, les acclamations redoublèrent, des pétales de roses pleuvant sur eux, lancés par des centaines de mains. Les gens ne criaient pas « Vive la princesse !» mais « Vive Amélie !» consacrant non pas un titre, mais une personne. Une histoire qui était devenue la leur, celle de la fleuriste qui avait conquis un cœur et un royaume par sa seule dignité. Leur vie n'était pas un conte de fées figé dans le marbre d'un palais. Ils avaient regardé leurs appartements, mais Amélie avait transformé les jardins guindés en un sanctuaire de fleurs sauvages et de potagers, où le personnel venait parfois chercher des herbes fraîches. Leur quotidien était un mélange surprenant de devoirs officiels et de simplicité choisie. Le matin, il étudiait les dossiers d'État pendant qu'elle gérait sa fondation, devenue l'une des plus importantes du pays, puis ils se retrouvaient pour déjeuner, non pas dans la grande salle à manger, mais dans la cuisine, partageant un repas simple avec le personnel. Ils posaient souvent la main sur le ventre arrondi d'Amélie, où leur enfant grandissait, symbole vivant de l'union de leurs deux mondes. Il apprenait la patience et l'humilité à son contact, qu'elle apprenait que le pouvoir pouvait être une force de guérison, une fois dépouillé de son arrogance. Ils n'avaient pas effacé leurs différences, ils en avaient fait leur plus grande force. Parfois, ils retournaient à Montmartre, marchant main dans la main dans les ruelles pavées. Ils passaient devant la petite église dont les portes semblaient désormais si petites et insignifiantes. Ce n'était plus un lieu de cauchemar,
mais le prologue absurde de leur véritable histoire. Le souvenir de Gérard était une ombre lointaine, un homme consumé par sa propre amertume, dont les contrats et les menaces s'étaient dissous face à un amour qu'il n'aurait jamais pu comprendre. Le voile déchiré, la robe empruntée, la peur qui lui nouait l'estomac, tout cela appartenait à une autre femme, une version d'elle-même qu'elle regardait désormais avec une douce compassion. Alexandre lui serrait la main, comme pour chasser les derniers fantômes. Il avait profané ce sanctuaire pour la sauver, mais en réalité, c'était elle qui l'avait sauvée de la solitude de son propre hôtel, celui de la naissance et du devoir, où personne n'avait jamais vu l'homme derrière le prince. Ce soir-là, sur un balcon privé du palais qui surplombait les lumières scintillantes de Paris, ils se tenaient en silence. La ville s'étendait à leurs pieds, non plus comme un royaume à gouverner ou une jungle où survivre, mais comme le témoin de leur histoire. Il la prit dans ses bras, posant son menton sur le haut de sa tête, respirant le parfum de ses cheveux. « Je pensais t'offrir un monde, » murmura-t-il, sa voix empreinte d'une émotion pure. « Mais c'est toi qui m'as donné le mien. » Elle se tourna pour lui faire face, posant ses mains sur son cœur. « Tu n'as pas eu besoin de m'offrir un monde, Alexandre. Tu as juste eu besoin de trouver le courage d'entrer dans le mien. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'avait plus le goût du défi ou de la passion fiévreuse, mais celui de la paix, de l'appartenance, la certitude tranquille de deux âmes qui avaient enfin trouvé leur port d'attache, l'une dans l'autre, au-dessus de la ville qui les avait vues naître, se perdre et se retrouver. Le lendemain matin, la lumière douce filtrait à travers les hautes fenêtres de leurs appartements. Sur une petite table, dans un simple vase de verre, se trouvait une unique rose rouge, celle qu'il lui avait offerte au bistrot. Amélie en caressa délicatement un pétale, le velours familier sous ses doigts. Elle n'avait pas abandonné les fleurs, elle les avait simplement emmenées avec elle. Alexandre la regardait depuis le seuil, un sourire tendre sur les lèvres. Il vit en elle la vendeuse de fleurs au grand cœur, la combattante silencieuse, la femme humiliée au bal, la reine du peuple et la mère de son enfant. Toutes les facettes d'un diamant qu'il avait eu la chance inouïe de découvrir. Il comprit enfin qu'en envahissant cette église, il n'avait pas volé une épouse pour son trône, mais trouvé la seule patrie où son âme pouvait enfin régner en paix. Si leur voyage vous a ému, dites-nous en commentaire quel moment a fait battre votre cœur. N'oubliez pas de partager cette histoire et de nous rejoindre pour la prochaine. Votre soutien est notre plus belle récompense.